Bonsoir à toutes. Soyez Ah, les bienvenus. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Dr Chiara Carlino. Bonsoir, Chiara. bonsoir à toutes, bonsoir, docteur Martinec. Voilà, Heureux d'être ici avec vous, vraiment. exactement. Vous avez déjà dû apercevoir des mails ou en tout cas des posts sur la docteuresse Carlino. Peut-être en attendant, Chiara, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de ce que vous faites? La deuxième chose, c'est aussi de savoir que Dr Carlino, elle est ici ce soir parce qu'elle va aussi prendre les consultations en ménopause et bioidentique. Donc peut-être, Chiara, pouvez-vous un petit peu nous expliquer ce que vous Bien faites sûr, et puis voilà vos spécifications. tout à fait, ouais. J'ai eu le plaisir de rejoindre la clinique Suisse Montreux cette année. Je suis spécialiste en médecine interne générale, mais surtout en médecine holistique et intégrative. Et comme je dis toujours, en fait, je m'occupe pas seulement d'un organe ou d'un système, je regarde la corrélation entre eux, mais surtout la corrélation entre la partie physique et la partie émotionnelle et mentale. Donc, qui joue un rôle central, en fait, dans l'équilibre hormonal. Donc, c'est vraiment prendre en charge, en fait, la femme à 360 degrés. Voilà. Absolument. Et puis, on verra ce soir, hein, je pense que celles qui sont concernées, bah, vous le verrez bien, les hormones jouent un rôle clé, pas seulement comme messager, mais c'est vraiment tous les organes qui sont affectés, notamment quand il y a des carences. Donc, peut-être, vous verrez, peut-être un peu, on va garder ce webinaire interactif. Donc, je vais exprès pas voilà, vous balancer plein de dias avec des schémas, aller dans des détails trop importants, mais ce sera vraiment un échange avec la docteure Ascarino par rapport à cette situation de troubles hormonaux. Donc, peut-être la première chose, c'est de savoir quelle est la définition médicale de la ménopause. C'est une définition médicale. Globalement, on parle de la ménopause quand il y a un arrêt des règles de 12 mois. Je vais dire, c'est un peu une définition que je dirais qui commence à passer parce que on peut avoir un arrêt des règles de 12 mois et ne pas être techniquement en ménopause. C'est-à-dire, mais comment ça se fait? Eh bien, ça sera, par exemple, si on fait une prise de sang, on verra qu'il y a toujours une production hormonale. Pas plus tard que cet après-midi, en consultation, j'avais une personne qui avait un arrêt des règles de 14 mois et pourtant produisait toujours de l'œstrogène. La chose importante à savoir, que c'est plutôt un anniversaire, si je veux dire, c'est après ces 12 mois et après on passe en post-ménopause. Donc soit on est en pré-ménopause, périménopause, avec des changements, des fluctuations, que les émotions et les zones d'émotion du cerveau n'aiment pas trop, et d'autres organes du corps. Et puis ensuite, la partie de la ménopause. Donc il faut prendre vraiment compte aussi de la partie de prise de sang. Que se passe-t-il? Eh bien, il faut savoir que l'espèce humaine, avec quelques autres espèces, ont effectivement une ménopause, un arrêt de production des hormones. Il y a des orques, baleines blanches, quelques autres, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité des espèces. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de manière générale, à partir de passer la quarantaine, il y a déjà des petits moments où il va y avoir des fluctuations hormonales, particulièrement avec une des hormones qui est la progestérone, qui est généralement la première hormone à baisser. Et puis, quand cette dernière commence à se réduire ou à avoir des moments où la production n'est pas suffisante, eh bien, les règles vont commencer à se dérégler. Ça veut dire que soit les cycles vont devenir un petit peu plus longs, ou il peut y avoir des petites pertes de sang au milieu. Et avec ça, le début de certains troubles par rapport aux symptômes de la ménopause. Ceci peut également se passer beaucoup plus tôt si on parle de syndrome prémenstruel. J'y reviendrai un petit peu plus tôt. On parle globalement d'une dysfonction hormonale. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres webinaires, donc je ne veux pas trop m'étendre sur la physiologie, mais la ménopause, depuis des millénaires, c'est un phénomène
sociétales auxquelles on débat. Dans certaines sociétés, eh bien, on va parler d'âge de sagesse. Dans notre société actuelle, on va plutôt dire on passe un cap, mais plutôt des fois un cap où on va dire on vieillit, hein, on avance dans l'âge. Et ce soir, justement, Dr Carlino et moi-même, on est là pour vous dire que ce n'est pas le cas, qu'il y a des solutions, qu'il y a des solutions naturelles, qu'il y a des solutions que vous pouvez appliquer vous-même, et puis que ça peut, une fois que vous avez les clés, devenir un moment magique, je dis bien magique, et j'en ai été témoin pour de nombreuses femmes. Donc, Chiara, peut-être vous parlez de la ménopause comme une seconde floraison. Est-ce que Oui. vous pouvez un petit peu nous parler de ça? Disons, voilà, comment dire, en ajout avec la vision médicale, je voulais donner justement plutôt une vision holistique de ce que représente en fait la ménopause, que moi j'aime bien justement appeler comme une seconde floraison. Comme vous avez bien dit, justement, la société semble souvent peindre la ménopause comme une sorte de déclin, de perte. Et c'est malheureusement souvent ce que perçoivent les femmes qui, lorsqu'elles ne vont pas bien et viennent nous consulter. Mais en réalité, c'est une reprogrammation. La nature ne fait pas les choses au hasard. Et si on regarde en particulier l'impact, en fait, au niveau mental, au niveau cognitif, au niveau du cerveau, on sait que les oestrogènes ont un vrai impact justement sur nos cerveaux. Ils jouent un rôle sur la mémoire, les émotions, l'adaptation. Et lorsqu'ils chutent, en fait, dans cette période de transition, c'est un peu normal qu'on se sente perturbé, qu'il y ait un brouillard mental, des troubles de la mémoire, un peu les différents symptômes en fait que vraiment on voit lors de ces passages justement en ménopause et que lamentent les patientes. Mais en réalité, c'est censé être temporaire ou passager. Donc le but, c'est que le cerveau, en fait, du point de vue évolutif, puisse se réorganiser, devenir plus stable et plus centré. En fait. Donc du coup, du point de vue holistique, c'est vraiment comme si c'est une invitation à être moins tourné vers l'extérieur et plus connecté à l'intérieur. D'accord? Et donc il y a justement une réorganisation de ces circuits cérébraux qui ont pour but de laisser un peu la place pour une meilleure intuition, une clarté nouvelle, une capacité à prendre du recul. Donc lorsque je dis justement une seconde floraison, c'est quand on regarde le cycle de vie d'une femme, on pourrait dire que la fertilité biologique laisse un peu place à une fertilité plus intérieure. Donc vraiment l'intuition plus profonde, plus libre. La femme devient plus connectée à elle-même en fait. Donc ces changements hormonaux viennent un peu libérer toute la pression qui a été accumulée, les fluctuations cycliques, les émotions refoulées, le souci de la reproduction, même inconscient, qui est biologique. Et passer cette phase de transition, de réorganisation, la femme acquiert vraiment une autonomie nouvelle et une énergie plus stable et plus consciente. Et je pense justement à une patiente que je viens de revoir en plus l'autre jour. Elle est venue vers moi justement parce que après l'entrée en périménopause, elle se sentait différente. Elle voulait plus faire plaisir à tout le monde, elle voulait plus se respecter, elle mettait fin à des relations amicales qui en réalité ne la nourrissaient plus. Et c'était très bizarre pour elle parce que, et son entourage. Et donc elle est venue presque inquiète, il y a quelque chose qui joue pas en moi en fait. Mais en Hmm. réalité, elle était plus centrée, plus libre en fait. C'est juste que pour l'être vraiment, elle avait plein de peurs qui revenaient à la surface et on a dû affronter ensemble différents blocages, différentes croyances qui, euh, qui ne l'avaient pas vraiment laissé exprimer tout son potentiel avant et que maintenant en fait, elle revenait à la surface et il lui permettait vraiment de reprendre liberté. Et donc c'est aussi merveilleux hein, de voir, d'assister à ces transformations où on voit vraiment une renaissance. Donc encore pour Est-ce reprendre qu'elle une nouvelle. elle avait déjà un traitement ou bien Non, pas de traitement. pas de Pas de traitement? traitement. C'était vraiment quelque chose qui est venu. Elle n'a pas eu besoin forcément d'hormones dans cette phase-là. Mhm. Donc, je l'ai accompagnée justement en aidant le système nerveux à changer de perception, à s'accueillir, à se reconnecter à elle-même. Et puis, elle a commencé à faire des choses qu'elle avait rêvé de faire, qu'elle n'osait jamais faire, de se concentrer vraiment sur elle. Donc, Il y a beaucoup de, c'est aussi ça, hein, il y a beaucoup de remises en question qui se font hein, à cet âge-là. Euh, L'homme va aussi avoir, mais souvent c'est un petit peu différent, hein, parce que donc je l'ai peut-être pas mentionné au début, mais c'est évident pourquoi les hommes, on parle d'andropause, mais elle est beaucoup plus faible. Ça dépend aussi de si l'homme est en bonne santé ou pas. Mais c'est vrai que parfois l'entourage va remarquer les changements de la femme, même avant elle-même. Et souvent, ben voilà, si on n'est pas une femme à l'âge que c'est, on a peut-être de la peine à comprendre, justement parce que les hormones ont une action tellement forte. Et puis moi ce que
Car ce que j'entends assez souvent, c'est de dire bah, je ne suis pas moi-même. C'est comme un sorte de dédoublement de la personnalité par moment, hein, en dehors des autres symptômes. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, ce qui est aussi important de savoir, c'est que bah, de toute façon, on va vous présenter aussi un questionnaire à la fin qu'on propose de faire au début pour évaluer un petit peu votre degré de carence hormonale qui vient du Menopause Rating Scale. C'est vraiment donc une étude qui est scientifiquement validée maintenant depuis 20 ans, puis qui va permettre de voir où vous positionnez. Alors, on a une trentaine de questions, mais l'échelle elle-même, c'est 11. Mais il faut savoir que la ménopause, ce n'est pas juste des bouffées de chaleur ou juste de la fatigue. Vous pouvez avoir des douleurs articulaires, des douleurs aux mains. Pas plus tard que le début de la semaine, j'avais une patiente qui avait une épaule gelée. Hein. Il y a beaucoup de médecins qui ne pensent pas, mais une épaule gelée qui arrive tout d'un coup, et comme ça, quand vous êtes fin de la quarantaine, cinquantaine, très souvent, c'est dû à des carences œstrogéniques et œstroprogestatives, j'allais dire, et parfois de la testostérone. Donc, puis, bien sûr, le réflexe premier, c'est de faire des infiltrations. Mais voilà, donc je l'ai démarré sur des hormones qui sont bioidentiques. Et ces épaules gelées, j'en ai vu déjà un nombre, peut-être une quinzaine ou une vingtaine lors de l'année, avec des améliorations significatives. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on se dit, bon, on est un petit peu, on commence à être beaucoup plus fatigué, il y a de la tristesse, peut-être un petit peu de déprime. Et parfois, la solution facile, ça peut être de prescrire des antidépresseurs. Hein, par le médecin, ou dire bon, je ne comprends pas trop ce qui est en train de se passer, ça doit être les enfants qui sont partis, la fatigue, le travail, tous les autres éléments. Donc voilà, dès qu'il y a des symptômes, dès que vous êtes dans l'âge de la carence hormonale et puis qu'il y a des symptômes inhabituels qui arrivent, c'est très certainement dû à ces fluctuations, hormonales. Donc, si on peut parler de mythes communs, Cara, par rapport à la ménopause, qu'est-ce que, si on va un peu les déconstruire, si j'ose dire, Alors, c'est vrai comment qu'il y est-ce en a, il y en a des différents. Bah, comme on a dit, alors c'est normal d'aller mal à la ménopause. Alors, c'est un vécu vraiment personnel pour les femmes. C'est fréquent, oui, mais c'est pas une fatalité. Donc les gens, aussi, les femmes aussi, quand elles s'approchent, elles vont dire, bon, bah, ça va être une catastrophe, elles entendent ce qu'on dit, etc. Ça va dépendre de chacune. L'important, c'est justement de s'écouter, puis de voir comment l'affronter, de se faire guider, de demander de l'aide s'il y a besoin, justement, si vous n'êtes pas bien. Donc, que ce soit Mhm. la catastrophe, voilà, ça c'est un mythe que ça doit être toujours comme ça, c'est pas vrai. Parce que voilà, la peur va aussi augmenter tous les symptômes. C'est une composante. Euh, on peut dire, c'est le début de la fin, la féminité, la vitalité. Elles se sentent justement tout de suite vieilles. Pas Mhm. du tout, justement. C'est une transition, c'est vraiment pas un déclin. Comme je disais avant, c'est une réorganisation du système nerveux, une réorganisation de l'énergie qui va se redistribuer. Donc au début, il y a une phase de transition, comme toute phase de transition, justement, on est un petit peu perturbé, mais après, voilà, il y a une nouvelle énergie qui renaît, surtout si on l'accompagne d'une manière en l'accueillant plutôt que quelque chose justement qui nous fait peur et qu'on combat. D'accord? Oui, Ouais, le rôle des. Là, on parle aussi de. Ça crée un certain stress, n'est-ce pas? Il y a le tout à rôle fait. des hormones du stress. On parle toujours un peu du stress, hein, c'est le mot classique qu'on Oui. entend, mais qu'est-ce que c'est le stress au niveau cellulaire et que fait en fait le cortisol et ces hormones dans le cadre de l'équilibre hormonal et l'équilibre du corps? Alors, de façon générale, en fait, c'est vrai que le stress, c'est un grand mot, c'est le chapeau qu'on met à tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est simplement quand on perçoit quelque chose qui dépasse nos ressources pour l'affronter. Et donc, ça devient un stress. Donc, le corps va activer une réaction de survie pour surmonter justement cette apparente menace. Et donc là, le système nerveux active le système hormonal, donc comme vous avez dit, le cortisol, qui induit une inflammation et qui, en fait, fait apparaître justement les symptômes. On sait qu'à Mhm. peu près toutes les maladies sont dérivées justement d'une inflammation aiguë ou chronique.
Donc, bah, lorsque la femme, justement, accumule aussi énormément de stress chronique pendant toute sa vie, etc., à ce moment-là, bah, il y a toutes les choses qui étaient enfouies, peut-être refoulées, qui n'ont pas été affrontées, qui remontent à la surface. Avec les fluctuations hormonales, c'est comme s'il y a un portail vers soi-même qui s'ouvre. En fait, on voit vraiment ça, toutes les choses il y a les symptômes d'avant, comment dire, toutes les croyances limitantes ou les traumas ou les émotions justement qui n'ont jamais été écoutées. La colère souvent qui remonte. Hmm. Euh, Hmm. et voilà, donc toutes ces fluctuations hormonales induisent justement cette apparition émotionnelle importante aussi. On va parler après un petit peu des solutions et des traitements, parce que c'est vraiment, je pense aussi, ce que vous attendez, c'est qu'est-ce qu'on peut Mhm. faire par rapport à ça. Mais concrètement, donc il y a une carence hormonale, donc logiquement, ben, on va venir substituer ces dernières, mais par exemple, bah, vous recevez les femmes en consultation, Oui. en dehors de la partie hormonale, que ce soit avant ou après, mais concrètement, vous avez des exercices que vous donnez en médecine intégrative. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez recommander ce soir à une femme? Ça peut être un petit exercice ou quelque chose que vous pouvez leur donner de faire pour celles qui nous écoutent et puis qui souffriraient de ces symptômes ou des symptômes prémenstruels. Alors, c'est vrai que justement, je reçois les femmes et ça dépend beaucoup des symptômes prédominants. En fait, j'adapte souvent les conseils en fonction des symptômes prédominants. Mais pour vous donner justement quelque chose ce soir, alors si c'est de la sphère émotionnelle, tout ce qui est nervosité, colère, tristesse, frustration, n'importe quelle émotion, en fait, c'est surtout ne pas essayer de la gérer ou de le distraire. C'est parce que cette émotion, si elle est là, il y a une raison. Elle demande à être écoutée. Donc, ce que je fais toujours en fait avec mes patientes, c'est un moment d'écoute. Donc, simplement, en fait, vous mettez à respirer par le nez, vous expirez par la bouche et vous essayez de sentir cette émotion et elle va suivre un cycle. Comme j'explique toujours, chaque émotion, elle a un cycle de 90 secondes techniquement, sauf si on la réactive avec les pensées. Donc, en fait, elle demande à être écoutée, donc elle va monter, ça va atteindre un pic. Souvent, on pense que ça va devenir insupportable et donc du coup, on bloque avant. Mais non, attendez le pic, sentez-vous en sécurité. Ça va atteindre un pic et c'est seulement après où elle va être relâchée. Et c'est Hmm. impressionnant comme des émotions qui ont l'air justement insoutenables. En réalité, si on les écoute et on les laisse exprimer, elles Mhm. se calment gentiment. Donc ça, c'est une chose au niveau émotionnel. Ensuite, au niveau, bien sûr, pour supporter, nourrir ce passage de transition, il y a des adaptations. Par exemple, en micronutrition, ça peut être le magnésium qui aide le magnésium bisglycinate en particulier, parce qu'il y a différents types de magnésium. Le magnésium bisglycinate qui aide, par exemple, à prendre le soir pour aider le système nerveux, le stress justement, à se calmer. Ça aide aussi à relâcher toute la musculature, ça aide le sommeil. Ensuite, ben, toujours en micronutrition, les oméga 3 qui aident pour diminuer l'inflammation, donc le stress, de façon générale, ça contribue bien sûr. Ça aide aussi bien sûr l'humeur, la peau, enfin ça a des bénéfices vraiment pour tout le corps. Des oligo-éléments comme le zinc, en fait, peuvent aider aussi, bien sûr, pour tout ce qui est l'équilibre aussi hormonal, l'énergie mentale, la vitamine D pour les os. Enfin, voilà, il y a plein de suppléments, de compléments qu'on peut dire, qu'on peut donner. Et puis moi, j'utilise bien sûr d'autres aussi, d'autres outils comme la gémothérapie pour les bouffées de chaleur, typiquement. Qu'est-ce que c'est? Euh, la gémothérapie, c'est les bourgeons des plantes. Au lieu de prendre la feuille, la racine, etc., on prend en fait le bourgeon où il y a tout le potentiel de la plante dedans. Et donc, je prescris justement un mélange que si vous voulez, je vous mets après dans le chat si ça vous intéresse. Euh, c'est justement un mélange de gémothérapie qui aide le corps à véhiculer mieux l'énergie des bouffées de chaleur qui peuvent devenir un peu invalidantes, surtout la nuit. Voilà. C'est des formes un peu de cellules souches orales quelque part, non? Ou bien c'est Exactement, exactement. C'est ça? exactement. La gémothérapie, c'est ça, ouais. Puis Mhm. après, j'utilise aussi les fleurs de bac pour l'accompagnement émotionnel. Enfin, il y a différentes choses en fonction de la plante principale, ouais. C'est ça, tout à fait. Et donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que chaque symptôme, en fait, correspond aussi à une carence ou une dysfonction dans une hormone, hein. Par exemple, un des symptômes, ça va être la réduction de la qualité du sommeil.
D'accord? Bien sûr que, de nouveau, je reviens sur le mot du stress, vous pouvez avoir des modifications, mais c'est simplement parce que cette hormone maîtresse, qui est le cortisol, va venir déséquilibrer. Donc typiquement, on va remarquer, comme je disais tout à l'heure, une réduction dans la progestérone, on va déjà commencer à réduire la qualité du sommeil. Peut-être vous allez dormir le même nombre d'heures, mais vous vous réveillez après 8-9 heures et vous êtes toujours fatigué. Ça peut être un des premiers symptômes, en plus avec les cycles qui commencent un petit peu à se dérégler. Ensuite, un des autres éléments que je note souvent, c'est les femmes qui vont dire, mais je ne comprends pas, je fais du sport toujours et je prends du poids et je ne comprends pas pourquoi. Aussi, certaines vont commencer à réduire l'apport calorique, mais peut-être de manière non contrôlée. Et là aussi, ils disent, bah, je ne mange pas, je fais du sport, je prends de la salade et je prends du poids. Donc, une des autres hormones très importantes, même si vous êtes une femme, c'est toutes les hormones androgènes, donc les hormones masculines. Et ces hormones sont importantes aussi dans toute la partie euh, physiologique musculo-squelettique, donc par rapport aux muscles. Hein. J'en avais déjà parlé dans un autre webinaire où, avec la réduction justement de la testostérone, on assiste à ce qu'on appelle une sarcopénie, donc une fonte de la masse musculaire progressive. Donc, même s'il y aura une activité physique, eh bien cette dernière n'aura pas le même impact et voire peut-être pourrait causer des tendinites, des blessures. Et la solidité d'un os est aussi proportionnelle à la force du muscle. Donc, le muscle, quand il travaille, il tire sur les tendons et en fait, il informe l'os pour que cet os reste solide. Donc ça, c'est la partie tendineuse. Évidemment, on entend souvent parler de l'ostéoporose par aussi la carence œstrogénique. Mais effectivement, un des facteurs importants, c'est cette force. La force, elle est aussi importante, tout bête, pour maintenir des jambes relativement fortes, un équilibre. Et puis, ça joue un rôle également par rapport à la longévité. Donc, une petite blague, Chiara, mais est-ce que vous savez quel est l'élément déterminant dans le corps, quelle mesure physiologique déterminera la longueur de vie, tout confondu, là on est chez les femmes, mais c'est aussi applicable chez les hommes. Attendez, au niveau des os? Une mesure, j'allais dire anthropométrique, voilà, une mesure d'un organe ou d'un élément du corps. Ah, vous me posez... Ça me vient pas. Ah, ok. Alors peut-être, moi j'étais très surpris quand je l'ai appris, eh bien c'est la circonférence des cuisses par Ah, rapport ok. donc de la masse maigre, attention, pas circonférence. Ah, donc c'est une estimation de la masse maigre Voilà, par la cuisse. Ouais, ok. exactement. Pourquoi? Parce que quand les muscles Ouais. des jambes sont relativement forts, eh bien, vous aurez moins de D'accord. risque de tomber, hein, casser Mhm. le fémur, et puis se retrouver à Mhm. l'hôpital, avoir une pneumonie, et malheureusement parfois avec une pneumonie, hein, passé l'âge de 70 ans, une pneumonie sévère a quand même 30% de mortalité. Donc c'est pas rien. Et d'où aussi, quand on prend soin des hormones, par exemple, il y a une étude qui montre que les femmes qui prennent des substitutions, tout confondu, donc pas seulement par rapport à la fracture des os et tout ça, mais l'ensemble cardiovasculaire, vivent 12,5 années de plus. 5, c'est pas rien. Et surtout, c'est la qualité de vie. Parce que on sait bien que les femmes, c'est connu, qu'elles vont vivre plus longtemps que les hommes, mais par contre, leur qualité de vie, hein, est moins bonne. Donc, c'est vrai que la ménopause, bah, ça se prépare déjà en avance. Ça va être des aliments qui vont soutenir le corps, éviter des aliments oxydatifs qui vont aussi abîmer l'ADN. Et ensuite, une fois que la carence hormonale est là, s'il y a une indication, donc de poursuivre un traitement hormonal
adaptés pour vous. Évidemment, il faut que les tests soient faits avant pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. Et parfois, il y a certaines hormones que, par exemple, si vous avez fait une thrombose, on va pas forcément donner, mais d'autres qui n'auront pas le même rôle, qui vont quand même venir à un soutien. Donc les choses, en fait, elles se préparent déjà. Et là aussi, si vous avez déjà passé, ben, il n'y a pas de souci, on étudie de manière holistique. Peut-être ça veut vouloir dire d'adapter d'abord le style de vie, peut-être perdre quelques kilos s'il y a un excès, et ensuite on pourra considérer éventuellement de redonner des hormones. Donc il y a toujours, c'est jamais parce qu'on a passé un moment, même si certaines études l'ont montré, ça c'est vrai, mais c'est plutôt sur les hormones synthétiques, effectivement, où certaines d'entre vous ont peut-être entendu que quand on a passé 8 à 10 ans après la ménopause, on ne peut plus venir donner des substitutions. Ça, c'est parce que c'est une étude qui a été faite sur une population générale, pas forcément tenant en compte des critères de santé. Donc voilà, comment dire, l'espoir, la possibilité est toujours là, et le corps a cette merveilleuse capacité, quel que soit votre état de santé. En tout cas, si vous lui donnez cette possibilité, c'est de récupérer. Donc, Mhm. peut-être on arrive maintenant sur euh, donc, nourrir ce passage. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre en fait de la ménopause? Ben, la première chose, c'est d'être vraiment sûr, voilà, que vous êtes en ménopause, voir ce qui se passe. Donc, ça veut dire d'aller faire une consultation, parler de vos symptômes, vous poser aussi la question si certains symptômes qui n'étaient pas là avant et qui sont tout d'un coup apparus, par exemple des douleurs dans les mains, c'est pas forcément immédiatement de la polyarthrite, c'est peut-être simplement que la circulation vers les articulations due à la carence hormonale va poser des problèmes. Et puis ensuite, si vous avez la possibilité de faire une consultation en médecine intégrative ou un lifestyle bioidentique, eh bien, ce qu'on va faire, c'est à partir des différents symptômes, pouvoir déterminer quelles sont les hormones qui doivent être corrigées. Ça, on va pouvoir le voir dans le sang. Donc, toutes les grandes familles hormonales. Et donc, effectivement, il y a donc dans les traitements hormonaux, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais on a les traitements d'hormones synthétiques, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Même si les hormones bioidentiques existent maintenant depuis 1943, il y a beaucoup d'éléments politiques autour, parfois où l'information n'a pas circulé comme il faut. Malheureusement, grâce au groupe de femmes, notamment au Canada, Amérique du Nord, on en parle un petit peu plus. Donc voilà, il y a la possibilité d'introduire ces hormones bioidentiques. Et puis après, il y a la phytothérapie qui va venir aider. Mais il faut savoir aussi que nous ne sommes pas des plantes, nous sommes des mammifères. Donc parfois, c'est nécessaire quand les symptômes sont très forts de venir avec des hormones qui sont identiques. Et là, justement, donc, Cara, vous avez cette approche intégrative aussi, qui peut venir en Ouais. parallèle, donc c'est une autre Donc consultation. le but, c'est justement, comme je dis toujours, de ne pas agir qu'au niveau physique. Donc on va regarder les hormones, comme a dit le docteur Martinec, on va regarder s'il y a des carences, s'il y a besoin d'ajuster de lifestyle. Mais on va agir aussi tout ce qui se passe au niveau du système nerveux, donc au niveau émotionnel en particulier, parce qu'il y a plein de choses qui viennent à la surface, comme j'ai dit avant. Donc ce qui est à éviter dans cette phase, c'est surtout de combattre. Combattre? Mais ne pas combattre, mais Ah, accompagner. ah oui, j'allais dire, ok. Ne pas combattre. Donc, ce qui est à éviter, c'est combattre et plutôt accompagner en fait son corps. Donc, justement, n'hésitez pas parce qu'on se sent souvent seul, on se sent, bah, voilà, un petit peu, comment dire, euh, prise par cette phase qu'on ne veut pas, en fait, mais qui peut vraiment devenir une phase de transition, de régénération. Donc, quand je parle de combattre, c'est justement, ça veut dire refuser, tout simplement. Donc, on peut entreprendre les mêmes traitements, faire les mêmes choses, mais si on les fait, ces actions dérivent d'un espace intérieur, en fait, de défense, de combat, on est dans un état de non-acceptation, ce qui crée encore plus de stress, on est déconnecté à soi-même, et finalement, on n'est pas bien. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir moins de lutte, de soutien. Et avec les hormones bioidentiques, on suit justement l'intelligence plus du corps par rapport aux hormones synthétiques. Euh, donc, euh, donc, c'est vraiment accompagner, accueillir
et puis aider cette transition de régénération, vraiment. Mm. Tout à fait. Donc, ce qu'on a souvent comme question de la part des femmes, c'est est-ce que je suis éligible à un traitement hormonal? Peut-être la première chose, je vais peut-être aller d'abord sur l'historique parce que il y a cette notion de si je prends des hormones, j'augmente mon risque de cancer. Bah, c'est quelque chose qui est très fréquent, autant dans la population médicale que dans la population générale des femmes. Donc, je tiens à vous préciser qu'actuellement, donc cette théorie est très fortement remise en cause. En fait, elle vient donc historiquement, ce qui s'est passé, je ne fais que relater l'histoire. Donc, comme je disais, les hormones bioidentiques, à la base, elles ont été découvertes en 1943. Les hormones bioidentiques, donc ces hormones qui sont identiques à ce que fabriquaient ou fabriquent encore les ovaires, mais elles sont fabriquées à partir d'une base de plantes hormonales, typiquement le yam. D'accord, on peut aussi l'avoir du soja. Et elle est modifiée pour qu'elle puisse être identique à ce que fait le corps. Donc ces traitements ont été quand même utilisés assez largement jusqu'au milieu des années 60. Et puis ensuite, sont arrivées les hormones synthétiques. Des hormones synthétiques qui sont un peu des simili-hormones qui vont effectivement avoir des effets, et puis qui avaient un intérêt économique beaucoup plus marqué, parce que quand vous avez une molécule qui est développée, eh bien derrière, il y a effectivement une patente, et puis c'est une des raisons pour laquelle, pendant les 50 années suivantes, les hormones synthétiques ont largement dépassé ce qui était hormones bioidentiques, qui ont été un peu mis de côté, et aussi où l'éducation médicale auprès des médecins ne s'est pas faite de la même façon. Donc, d'où vient justement ce terme hormones et cancer? Eh bien, pendant les années 90, 90, il y avait une étude qui s'appelait la WHI, la Women's Health Initiative, qui regroupait 30 000 femmes au total, 15 000 femmes ayant une mastectomie, 15 000 non. Et on a vu donc que cette étude a dû être arrêtée prématurément parce qu'on a vu qu'il y avait une explosion des cancers et aussi des AVC. Il faut savoir que cette étude, déjà, elle a été faite avec des hormones synthétiques, mais surtout, il n'y avait pas de vraie sélection. Ça veut dire que les hormones ont été données un peu comme ça, c'est passé aux États-Unis. On ne tenait pas forcément compte du poids, des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est aussi cette étude qui a montré que passé 10 ans, il était dangereux de donner des hormones parce qu'effectivement, une absence hormonale pendant une période donnée, si le style de vie n'est pas adapté, ben, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire qui vont augmenter, le risque d'AVC, et puis du coup, pas de check avant, et effectivement, tous ces risques sont venus. Et puis une des hormones était de l'extrait d'urine de jument, qui était très semblable, qui est d'ailleurs toujours sur le marché. Et puis évidemment, si vous avez un élément non biocompatible et puis vous le donnez à une population à risque. Donc ça, c'est parti dans les médias. Et du coup, il y a eu des recommandations qui sont encore d'actualité. On va dire, on va donner l'hormone la plus faible possible pendant le plus court. Peut-être vous-même ou des amis, vous avez entendu, c'est 5 ans d'hormones et puis après 5 ans, on arrête. Donc maintenant, comme j'ai dit, les études plus récentes montraient effectivement que l'introduction, ou plutôt l'absence d'hormones, augmente les autres facteurs de risque. Donc c'est toujours une question de balance. Les personnes pour qui donc je fais une contre-indication absolue, c'est les personnes qui ont eu des cancers hormonodépendants avant, tels que le sein. L'endomètre, ça se discute s'il y a déjà eu une hystérectomie, mais particulièrement le sein. Et puis également des antécédents d'accident vasculo-cérébral. Les thromboses, ça dépend aussi de la distance et de savoir aussi, je fais une thrombose. Si la personne est vraiment mal, on va voir est-ce que c'était en étant longtemps dans l'avion, est-ce que c'était une déshydratation, est-ce que c'est vraiment lié à ça, parce qu'effectivement les hormones vont contribuer aussi à des caillots. Donc dans une consultation, c'est vraiment important de pouvoir voir. Et même si vous avez ces deux facteurs,
on va quand même pouvoir venir vous aider, car on reparlera après de nouveau avec d'autres solutions qui sont parallèles. Et effectivement, les hormones bioidentiques, comme j'expliquais, on a pu aussi voir que quand l'hormone est donnée par voie transdermique ou transmuqueuse, que ce soit par la bouche ou le vagin, vous ne passez pas par le foie, comme quand vous prenez un médicament. Donc les métabolites, donc les produits qui sont faits par dégradation de ces hormones, vont pas avoir les mêmes effets. Donc effectivement, même là, on a vu qu'il y a même, c'est pas encore validé, mais dans certains cas, même après 5-10 ans après un cancer du sein, beaucoup de pénions lidar se posent la question maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas redonner? Parce que du coup, le risque, par exemple, d'avoir une fracture, d'avoir une ostéoporose est bien plus marqué que, par exemple, le risque par rapport à un élément oncologique. Donc ça, c'est vraiment important si vous entendez ça autour. Puis parfois, vous avez encore des médecins, mais il y a la grand-mère, même aujourd'hui, il y a la grand-mère qui a eu un cancer, donc vous ne pouvez pas avoir d'hormones. Alors, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, il y a plus de femmes qui ont eu des cancers en étant non hormonosubstituées que substituées. Donc, car si effectivement, on a une personne où on va dire, il y a quand même une contre-indication par rapport aux hormones, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Par exemple, quel produit thérapeutique ou naturel on peut donner? Parce il y a quand même... Ouais, comme je disais avant, justement, ça va dépendre des symptômes prédominants. Et donc, du coup, le but, c'est qu'on va soutenir le corps dans cette transition. Donc, on va substituer les carences s'il y en a. On va donner justement en micronutrition, des suppléments qui puissent potentialiser, en fait, au niveau de l'énergie, au niveau hormonal. Et puis, bien sûr, travailler aussi tout ce qui est le système nerveux, le stress et la gestion de l'inflammation qui augmente et qui amplifie, en fait, tous les symptômes. Donc, on accompagne vraiment dans cette transition pour qu'elle se fasse d'une manière la plus fluide possible. Et je le fais d'une manière, même avec les hormones, disons, c'est quelque chose qui se fait d'une manière intégrée pour maximiser les bénéfices. Donc, Mm. Tout à donc fait. voilà. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ce qui se passe de manière générale, c'est que je vous invite à faire donc ce survey, disons cette évaluation pour voir si vous avez des carences hormonales. Anastasia va mettre donc le lien dans le chat. Il y aura encore voilà, s'il y a des questions, commencez déjà à les mettre de côté, je viendrai dessus. Mais concrètement, si vous-même ou des gens de votre entourage souffrez donc de troubles hormonaux, vous pensez qu'il y a des troubles hormonaux, très souvent c'est l'entourage qui va pouvoir dire que cette personne commence à présenter. L'idée, c'est d'abord de faire un bilan. Comment on fait chez nous? Eh bien, c'est une approche qui est 360 holistique. Donc, on utilise un questionnaire qui va permettre de donner un score. Là, vous l'avez dans le chat, bioidenticals.ch. Toute une série, déjà aussi de sécurité. Il y a ces questions par rapport aux contre-indications absolues par rapport à ça. Et ensuite, donc vous aurez accès aussi à une explication, donc on appelle une académie des bioidentiques, qui va permettre de vous donner plus d'informations. Ce soir, le temps est compté, mais vous avez encore plus d'une heure de vidéo où vous pouvez vous informer un petit peu sur les hormones. Et clairement, pour des symptômes vraiment invalidants, et il y en a beaucoup, fatigue, le trouble de la concentration, difficulté au travail, eh bien, c'est vrai que les hormones sont la clé, parce que les hormones sont vraiment au-dessus de tout par rapport à ça. Donc les hormones sont ensuite, à partir du questionnaire, il y a une prise de sang. On va ensuite regarder, à partir de ça, on va faire une formulation qui est spécifique, qui va permettre effectivement de déterminer la carence. Donc, par exemple, si vous souffrez d'une perte de libido importante, eh bien, on va privilégier certains androgènes à des dosages qui sont adaptés à vous, à votre poids, à votre taille, à la quantité dans la valeur sanguine. Et ensuite, on va faire un suivi. Peut-être, je vous montre, je vais juste partager mon écran, comme ça vous avez une petite idée de ce qui se passe. Donc,
effectivement, ça c'est un petit peu le parcours qui se passe, donc qui se fait sur 12 mois. Vous avez une première consultation qui est effectuée où on va faire ce quiz ménopause. Il y aura toutes les sécurités. Je parlais tout à l'heure de l'importance d'être sûr que vous n'allez pas avoir une contre-indication. Donc, il y aura une mammographie, une échographie. Et puis ensuite, donc l'établissement de la fabrication de ces hormones auprès d'une pharmacie qui est éligible par rapport à la fabrication de ces hormones. Vous pouvez en choisir, mais très souvent, c'est des pharmacies qui sont pas toujours, elles ont l'habitude de donner des médicaments à des doses fixes. Et ensuite, un suivi qui se fait au 4e mois avec une consultation, et puis à l'intermédiaire, là, ce qu'on appelle des consultations donc supplémentaires, vous allez pouvoir être suivi. On mettra aussi ce tableau à disposition. Je ne vais pas passer trop de temps maintenant, mais ça permet en fait de commencer avec un premier traitement, de réévaluer, de ensuite réadapter la dose et d'avoir ensuite toute l'année de pouvoir mesurer tout le temps vos progrès par rapport à ce quiz ménopause avec une adaptation, que ce soit par rapport à votre poids, par rapport aux différents symptômes. Et donc ce suivi peut continuer au-delà de la première année. Donc c'est important de savoir que vous êtes accompagné. Et puis justement, docteur Carlino est venu en renfort, vient en renfort par rapport à ces traitements qui ont beaucoup de succès parce qu'on arrive vraiment à pouvoir adapter ces éléments. Donc, voilà, je vous recommande vraiment de faire déjà ce quiz, c'est gratuit. Ça vous donne déjà une petite idée d'où vous vous situez. Et puis, voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? D'abord, est-ce que tout le monde est encore réveillé? Est-ce que vous êtes présent? J'espère. Écrivez-nous dans le chat si vous êtes là. On va Vous avez laisser des un petit questions. message dans le chat. Ça peut être un peu plus large hein, sur la ménopause. Peut-être qui est ménopausé? Juste un petit thumbs up ou un oui parmi les personnes qui nous écoutent. Ça permet juste d'avoir déjà une idée. Donc, il y a Léna déjà. Soyez pas timide les autres. Bien, vous êtes qu'une seule personne. Ah non, voilà, on y arrive. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Ok. Parmi ceux qui sont en ménopause, qui est-ce qui prend un traitement? Oh, vous n'êtes pas très réactif hein, ce soir. Est-ce qu'il y a des Donc, personnes qui ne sont pas encore en ménopause, mais qui s'approchent, qui ouais. sont inquiètes ou... Dites-nous. Bon, manifestement, tout le monde va bien, pas de souci par rapport à ça. Ah voilà, ça se réveille un petit peu. Donc profitez parce qu'on arrive gentiment au bout de ce webinaire. Peut-être que c'est parce que vous êtes tous en train de faire le quiz, je ne sais pas. Vous avez le temps hein, de le faire, il y a pas mal de questions. Ah oui, je vois une question ici. Donc voilà, pas de traitement, pas de traitement. Donc il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de traitement. Régine Roulet, y a-t-il quelque chose à observer question nutrition? Car, Alors oui, parce que le métabolisme change, donc c'est vrai que le foie est plus sollicité, le microbiote peut être appauvri, etc. Donc le stress devient plus inflammatoire, comme on l'a dit. Donc euh, ce qui soutient, disons, tout ça, c'est bien sûr les bonnes graisses, comme on a dit, les oméga 3, l'huile d'olive, les graines, favoriser les fibres végétales, diminuer tout ce qui est les aliments plutôt anti-inflammatoires. Donc voilà, ça va dépendre aussi des symptômes, si vous avez des symptômes digestifs, flagrants ou pas. Donc, donc voilà, oui, les aliments.
tout ce qui va aider à reconstruire les stéroïdes, donc qui sont les hormones. Hein. Stéroïdes, c'est pas Ouais, les exactement. hormones sexuelles, hein, notamment. Tout à fait. Donc, il y avait une question aussi sur le Dutch test sommeil. Quel conseil? Par rapport au Dutch test, donc effectivement, c'est des tests d'urine séchée qui vont être faits à différents moments de la journée. C'est assez donc, pour la patiente, hein, il faut bien étudier les instructions. Hein. Là, c'est Elena qui pose la question. Donc, il y a beaucoup de timing qu'il faut avoir pour pouvoir valider ça. Donc, effectivement, c'est un bon moyen pour voir où vous en êtes, notamment par rapport à la carence hormonale spécifique, hein, et puis l'effet directement sur le métabolisme. Moi, je le trouve excellent, vraiment très très bien. Parfois, il peut être un petit peu compliqué à lire, particulièrement pour la patiente. Vous avez toutes ces informations, ces pages, hein, c'est souvent une quinzaine de pages. Et puis parfois, le médecin lui-même, dépendant, hein, si le médecin n'est pas spécialisé, ça peut aussi être compliqué. Je pense que c'est très utile quand il y a des perturbations persistantes et puis qu'on voit un élément. Très souvent, on peut démarrer avec des tests plus simples. Et puis, le facteur clé qui va donner, disons, de l'information aussi par rapport à la carence, c'est le symptôme. Parce que parfois, pour un même dosage d'hormones, par exemple l'oestradiol, eh bien, à 250, il y a des femmes qui vont être bien et d'autres qui ne vont pas être bien. Et donc, bon, le Dutch test tient en compte ces éléments, mais c'est un bon test. Par rapport au sommeil, quel conseil? Donc, on disait tout à l'heure, hein, la perturbation du rythme circadien par les hormones est importante. Avec la ménopause, ça va être d'autant plus important de mettre en place une routine. Voilà, éviter tout ce qui est stimulant après 13 heures dans l'après-midi, puisque le café a une demi-vie de 8 heures, d'être attentif avec les écrans bleus, s'il y a de l'activité sportive, de plutôt la faire dans la première partie de la journée. Et puis, finalement, malgré ça, parfois, ce n'est pas toujours possible, et il y a effectivement des troubles. Eh bien, nous travaillons ici avec un rééquilibrage du rythme circadien, avec donc la mélatonine, qui est une hormone qui monte et qui signale au cerveau, c'est l'heure de dormir. Donc, il y a une possibilité, ça se fait sur plusieurs mois, accompagné aussi du 5-HTP, 5-hydroxytryptamine, qui est aussi dans cette phase qui va jouer sur tout disons le repos au niveau de toute la pensée. Hein. Souvent, il y a beaucoup de pensées qui vont tourner. Donc, voilà, je ne sais pas si, Chiara, aussi, vous avez d'autres, Alors, peut-être d'autres. tout à fait, je rejoins ce que vous avez dit. Petit détail par rapport à la mélatonine, souvent les personnes justement en prennent en pharmacie. Il y a deux formes et ça dépend en fait si vous avez plutôt des troubles du sommeil, donc difficulté à l'endormissement ou des réveils répétés. Dans le sens qu'il y a la mélatonine qui est rapide, qui aide plutôt à l'endormissement et qui est souvent prise. Et ben, c'est les personnes ont plutôt des soucis de réveil répété. Je conseille plutôt la mélatonine retard. Voilà. Donc ça c'est juste le petit détail parce que souvent les personnes les prennent et puis ne trouvent pas d'effet. Et puis avec la bonne forme, souvent après ils rencontrent une Ouais. amélioration. Et puis, comme vous avez dit, avec le 5-HTP qui aide les pensées répétitives et à calmer le mental, j'aide aussi bien sûr tout ce qui est du point de vue émotionnel, que ce soit avec les fleurs de bac ou avec d'autres techniques qui permettent de lâcher prise. Voilà. Disons que cette phase de transition amène à la femme vraiment à lâcher prise et à prendre soin d'elle. Donc, Il Super. y a encore deux questions, si jamais. Voilà. Sandra, comment garder une taille fine en étant ménopausée? C'est une question que j'ai en tout cas toutes les semaines. Donc, alors, ce qui est important, c'est déjà de savoir que quand vous entrez en ménopause, le métabolisme est différent. Ça veut dire, et même d'ailleurs, ça s'applique aussi pour un homme passé un certain âge, le métabolisme n'est pas le même. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un ralentissement, il va y avoir une légère augmentation de la résistance à l'insuline. Le corps
prend un petit peu plus de poids. La nature est aussi bien faite parce qu'avoir un tout petit peu d'excès graisseux va permettre aussi de réduire les risques d'ostéoporose. C'est un des avantages. On ne parle pas d'avoir une obésité, mais d'avoir un petit peu plus par rapport à quelqu'un qui est très très fin au moment de la ménopause. Mais effectivement, ça va être une adaptation de l'alimentation. Ça va être de privilégier les fibres, de privilégier les protéines, d'avoir des périodes d'absence calorique, de restriction calorique un petit peu plus fréquentes, mais également surveiller parce que ça peut avoir l'effet inverse où si vous faites trop de restrictions, le corps il va se sentir en stress et puis donc il va Ralentit la machine. ralentir. Et puis, c'est faire appel à des pros. Voilà, Sandra, c'est de vous faire accompagner. Et puis surtout, parfois, il faut un peu de patience parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Finalement, il y a aussi, ça c'est aussi un des éléments, c'est d'augmenter la quantité de graisse brune, donc augmenter les mitochondries qui sont les centrales énergétiques. Ça peut être par exemple des traitements avec la cryothérapie, le froid, qui vont aider. Et puis finalement, la réduction du cortisol, comme toujours, le stress. Quand vous mangez des tablettes de cortisone parce que, par exemple, vous avez une inflammation, vous avez peut-être déjà entendu les gens, on prend. Voilà, ça peut être un des éléments aussi. Bref, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste ou à consulter Dr Carlino. Elena encore, très active, c'est bien. Œstrogène, utrogeston en bioidentique sont-ils bien? Alors oui, donc ça c'est deux éléments. Donc l'œstrogène, c'est de l'œstradiol. Il faut savoir qu'il y a trois formes d'œstrogène principales, œstrone, œstradiol, œstriol. Là c'est l'œstradiol. Et puis l'utrogeston, c'est la progestérone micronisée. Donc dans l'arsenal thérapeutique bioidentique qu'on peut trouver en pharmacie, c'est, disons, officiellement les deux seuls. Il y a d'autres éléments de marque, mais œstradiol et progestérone micronisé, vous allez pouvoir trouver souvent, c'est des formulations à 100 mg ou 200 mg. Elles sont très bien, mais elles ne contiennent pas les autres hormones bioidentiques qu'on peut trouver, telles que la DHEA ou encore la pregnénolone ou la testostérone, qui sont aussi importants dans l'équilibre hormonal. Voilà, Carole nous dit « Écouter ces symptômes est une clé importante pour en parler et partager avec un médecin. D'où l'aide apportée grâce au test. » Absolument. Toujours Elena. Plutôt réveil à 5 heures. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Chiara. Oui, tout à fait. C'est Et à voir dans l'ensemble, justement, dans le sens à quelle heure on va se coucher, quelle est la routine, à 5 heures, comment on se sent, quels sont les symptômes. Voilà. Parfois aussi, hein, ça dépend aussi exactement comment vous vous réveillez. Alors, c'est peut-être un peu moins fréquent, mais parfois, on peut avoir. C'est pas toujours le temps, c'est comment vous vous sentez au réveil. Parce que parfois, le corps, alors souvent on dit l'idéal, c'est 7 heures, mais parfois, pour certaines personnes, le rythme biologique, ils ont un sommeil profond et 5 heures, ça suffit. Donc, c'est important de savoir comment vous vous sentez. On peut dormir 10 heures. Là, cet après-midi, j'avais une patiente qui disait je dors 10 heures, je me réveille, puis je suis encore fatigué. Et effectivement, c'est simplement parce que la profondeur du sommeil, il y a plusieurs paliers, plusieurs stades, hein, stade REM, stade delta, il y a plusieurs éléments, je ne vais pas aller dans les détails, mais votre cerveau ne rentre pas dans une phase de repos. Voilà. Dernière chance de poser des questions, dernière opportunité. Est-ce qu'il y en a encore? Profitez. Je crois qu'on est tout bon. Là, on est déjà arrivé quasiment à 1 heure. Donc, le temps passe vite. Merci beaucoup, Chiara. Merci beaucoup, Dr. Carlino. Merci à vous, merci à toutes. Donc, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, prendre un rendez-vous ou ça sera à travers le lien. Ça va vous permettre déjà de voir
vous-même, est-ce qu'il y a une nécessité? Vous aurez un score. Puis à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir ensuite avoir la possibilité de prendre un rendez-vous. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Chiara. Très ravi de vous accueillir. Et Merci puis, à vous. à bientôt. Au Une revoir. belle soirée, à bientôt.